Tendance première. Bonjour François Verregen. Bonjour. Professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne YouTube Sciences Bestiales. Vous étiez peut-être ce week-end à Bruxelles pour mettre en valeur la bière. Il y a toute une série de festivals. On en parle avec Laurent Münster, avec entre autres le Brussels Beer Festival le 28 et 29 septembre. Et du coup, vous vous êtes dit, tiens, on va parler d'alcool aujourd'hui et de l'importance de l'alcool dans l'évolution de l'espèce humaine. Vous êtes un grand malade, François Verregen. Toujours avec modération, Oui, évidemment. Évidemment. Donc on va parler de bière, mais on va aussi parler de sélection naturelle, de forêt tropicale, de paléogénétique, de ventilateurs, de l'origine de toute l'humanité, en fait. C'est le programme de la petite chronique d'aujourd'hui. Parce que selon une étude scientifique très sérieuse, l'alcool a joué un rôle très important dans l'évolution de notre espèce. Et pour vous expliquer cette drôle de conclusion, je me permets de vous parler d'abord de hamsters et de mouches, si vous voulez bien. Tout cela est logique. Imaginez, Cédric Véronique, un monde féerique où les vallées sont peuplées de hamsters de toutes les couleurs. Ok, vous l'avez bien. Hein. Un jour, un monstre extraterrestre débarque sur cette planète et dévore tous les hamsters, sauf ceux qui sont jaunes. Parce qu'il n'aime pas la couleur jaune, on n'a qu'à dire ça. Résultat, seuls les hamsters jaunes survivent, peuvent avoir des petits qui sont eux aussi jaunes comme leurs parents, et ainsi de génération en génération, la vallée merveilleuse est peuplée de plus en plus de hamsters jaunes, délaissés donc par le nouveau monstre prédateur. La base, elle est posée, l'environnement a changé, certains individus avaient un avantage sur les autres, ici c'était leur couleur, ils ont survécu et ils ont légué cette caractéristique à leur descendance. Je précise généralement, alors quand j'ai cet exemple à mes étudiants, que la sélection naturelle, ce n'est donc pas la loi du plus fort, mais la loi de celui qui est le plus adapté à son environnement, à un moment donné, puisque l'environnement, il change tout le temps, donc les espèces, elles doivent changer tout le temps. Un autre exemple. Si vous élevez des mouches dans une cage et que... Oui, Véronique ? Oui, il y a des gens qui élèvent des mouches dans des cages, oui, comme moi par exemple. Un jour, je vous emmènerai au labo et je vous ferai visiter mes élevages de mouches dans des cages, c'est promis. Bon, donc avant que vous ne m'interrompiez, je disais que si vous élevez des mouches dans une cage, vous vous rendrez compte que de temps en temps, il y a des mouches qui naissent sans ailes. Ouais, c'est le fruit d'une mutation génétique relativement rare. Et quand on est une mouche... c'est pas génial de vivre sans ailes parce que c'est difficile de trouver à manger ou de séduire un partenaire, parce que figurez-vous que oui, pour une femelle mouche, un mâle qui sait très bien faire vibrer ses ailes, c'est extrêmement séduisant. Donc une mouche sans ailes, ça finit par mourir sans jamais s'accoupler et ça reste toujours très rare dans mes élevages. Elles ne sont tout simplement pas adaptées à leur environnement. Mais si vous placez un ventilateur devant la cage d'élevage, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui font ça. Le vent, il souffle dans les ailes des mouches qui sont plaquées aux parois de la cage. Elles sont incapables de se déplacer. Elles meurent, sauf quelques-unes. Celles qui sont nées sans ailes. Pour celles-là, il est plus simple de survivre et de se reproduire dans ces nouvelles conditions. Et finalement, après plusieurs mois d'élevage sous ventilateur, vous vous retrouvez avec une population de mouches sans ailes. La théorie de l'évolution, je vous le disais, c'est pas la loi du plus fort. Non, c'est celle du plus adapté à un environnement et à un moment donné. Oui, Cédric, ne vous inquiétez pas, je progresse dans ma chronique. Je vais bientôt vous parler de bière, c'est promis. Qu'est-ce que vous aviez bu ce matin ? L'alcool est donc à la base de l'évolution d'Homo sapiens et donc de l'apparition de toute l'humanité. On ne tire pas cette conclusion de l'observation de restes fossilisés, non, mais grâce à la paléogénétique. C'est une discipline absolument incroyable. Elle est fascinante parce qu'elle permet de faire ressusciter en laboratoire des molécules qui sont vieilles de plusieurs millions d'années. Rien de dangereux, je vous rassure, ce sont des protéines que des animaux disparus il y a très longtemps ont fabriquées, ont synthétisées à partir des instructions qui sont transcrites dans leurs gènes comme des recettes de cuisine dans un petit calepin. Résultat, pour bien comprendre cette histoire de paléogénétique et d'alcool, je vous emmène. Il y a 20 millions d'années en arrière, nous sommes à l'aube du Miocène. Essayez de vous plonger dans l'ambiance. L'Afrique de l'Est, elle est recouverte de forêts tropicales humides. La faune est abondante. Le paysage est bigarré. Les arbres sont très, très nombreux. On retrouve des oiseaux, et c'est d'ailleurs tout ce qui reste des dinosaures qui ont disparu depuis très longtemps. Il y a des petits lézards, des amphibiens, des insectes partout. Ok, ça c'est notre paysage. On y retrouve aussi d'ailleurs les ancêtres de l'espèce humaine. Ils sont notamment nommés proconsuls. Alors vous imaginez l'animal, une petite vingtaine de kilos, une épaisse fourrure, pas de queue. Non, ils ont déjà perdu leur queue et donc ils ne se suspendaient pas aux branches. Ils préféraient marcher sur les branches à quatre pattes. Et sur base de leurs dents, on déduit qu'ils se nourrissent de fruits. Mais au Miocène, le climat commence à changer. Oui, encore. Sauf que cette période, c'est un refroidissement très progressif qu'on observe. Il pleut de moins en moins et puis de moins en moins souvent.
Les saisons commencent à contraster les unes avec les autres. Résultat, ces forêts denses, elles disparaissent petit à petit. Elles laissent place à des savanes arborées, à des prairies herbeuses. Et tous ces changements écologiques s'additionnent au point que beaucoup d'espèces s'éteignent. La bière arrive, Cédric, c'est promis, encore une minute. C'est ainsi qu'au cours donc de 10 millions d'années de refroidissement, les grands singes se voient forcés d'évoluer dans un habitat forestier qui disparaît graduellement. Nos proconsuls laissent la place à d'autres hominidés, dont le fameux Aurorine tugeniensis. Et avec la disparition des arbres, ces grands singes doivent régulièrement descendre au sol et y chercher des fruits qui, effectivement, ne sont pas aussi frais que ceux cueillis directement dans l'arbre. Ils sont endommagés, effectivement mûrs, trop mûrs. Ils subissent une fermentation naturelle, un ensemble de réactions chimiques qui transforment le sucre en alcool, en éthanol, grâce à ces micro-organismes. Mais nos singes de l'époque, ils ne sont pas capables de digérer cet alcool qui est nouvellement introduit dans leur alimentation. Leur système digestif n'est pas capable de faire cela. Et donc, en consommant ces fruits trop mûrs, nos ancêtres ont donc subi les symptômes typiques de l'abus d'alcool, comme on en a peut-être vu dans ces festivals ce week-end. Et tous n'ont donc pas survécu à ces changements d'alimentation. Oui, ce qui se passe au Miocène, c'est la même chose que pour mes hamsters ou mes mouches. C'est la sélection naturelle. Comme pour les hamsters, donc, certains grands singes étaient un petit peu plus adaptés à ces changements. Ceux-là avaient donc la chance que dans leur estomac, il y avait la synthèse d'une enzyme nommée l'alcool déshydrogénase, une molécule formidable qui permet de décomposer l'alcool et de le rendre, si on veut, digeste. Et donc, c'est grâce à la paléogénétique qu'on a pu identifier que ce gène, cette capacité à digérer l'alcool, elle date d'il y a 10 millions d'années. Et la bière, alors, on pense que ce n'est qu'il y a 100 000 ans que l'homme a découvert le goût de l'hydromel, un mélange de miel et d'eau de pluie dans lequel les levures se sont développées pour donner ce breuvage alcoolisé. Il y a même des scientifiques qui aujourd'hui émettent l'hypothèse que l'humain aurait commencé à se sédentariser pour produire les céréales nécessaires à se fabriquer de l'alcool. C'est tout à fait véridique. Voilà, donc c'est avec une petite histoire qui nous permet d'illustrer comment le corps humain peut s'adapter aux nouvelles contraintes que lui impose son environnement. Mais le fait qu'aujourd'hui l'alcoolisme soit toujours une maladie grave dans de nombreuses cultures à travers le monde démontre que l'évolution n'a pas terminé son travail malgré les progrès majeurs dont notre corps a pu bénéficier au cours de ces derniers 10 millions d'années. Donc si je vous comprends bien, si ces singes n'avaient pas mangé de pommes, Véro ne se serait pas amusé ce week-end. Exactement. Bravo. Bouclé. Ah oui, c'est bien. Merci beaucoup François Verhegen, professeur de zoologie à l'Université de Liège. Et puis vos histoires, on les retrouve également sur votre chaîne YouTube, Science Bestiale. Avec des animaux qui continuent de se promener un petit peu. Avec certains... Il y en a toujours qui consomment. Il y en a toujours qui consomment, qui aiment ça aussi, qui en profitent sans modération. Mais l'homme est un modération. animal.